projection après avoir conditionné Achille, on a complètement lu la trajectoire de l'ennemi, que dis-je, de l'ennemi. Tout qu'on met l'impression, on est prêt à placer ce waft, il est si patient, et ce sera le waft, et ce sera la victoire historique, monumentale. Vous voyez cette scène ? Je la trouve fascinante. Vous voyez la réaction de notre champion européen par rapport à celle du roi américain Tweek ? Elle met en avant l'une des plus belles facettes de Smash et de la compétition en général à mes yeux. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Bienvenue dans ce premier épisode de Smash & Mind, une série de vidéos sur le mental dans Smash et dans la compétition en général, bien que Smash restera mon focus principal. Je suis Laurie Lato, ou Laurie, joueur et étudiant de psychologie, et aujourd'hui, je vais vous parler d'échecs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise que tout ce que j'avancerai dans cette vidéo est lié à ma vision propre des choses. Je ne prétends pas détenir la vérité ou une quelconque qualification ayant la même valeur. Cela dit, je pense que mon expérience peut en aider certains, et que ce type de contenu mérite bien plus de développement en France. L'échec, ou plutôt sa perception, est une problématique clé de la notion de mental. Si vous vous êtes déjà demandé « Est-ce que j'ai envie de gagner ? Pourquoi j'ai envie de gagner ?» Vous avez déjà ressenti n'importe quelle forme de tristesse après une défaite, ce dont on va parler vous concernera. Et oui, ce sujet touche presque n'importe qui ayant déjà participé à une activité dans une dynamique de compétition, soit presque tout le monde. Ce n'est pas pour rien que beaucoup des vidéos qui étudient le mental se concentrent sur cette question. Mais je voudrais vous parler ici, plus précisément, de la peur de l'échec. Et pour la définir clairement, c'est une conséquence négative du désir de gagner. Elle intervient chez un joueur qui a le potentiel technique et les connaissances nécessaires pour gagner, mais qui va échouer dû à des difficultés mentales propres à son rapport à ses résultats. Et attention, la peur de l'échec n'est à pas confondre avec la peur de gagner, qui intervient, elle, dans une dynamique différente et ne sera pas le sujet de cette vidéo. En outre, et c'est là le plus complexe, la peur de l'échec ne revient pas juste à se sentir mal après une défaite. Elle influence votre perception du jeu en lui-même, conditionne votre jeu, rend les expériences mal vécues traumatisantes et rend même certaines stratégies très difficiles à gérer. Elle intervient donc autant dans votre perception du jeu que dans votre perception de vous-même en tant que joueur et en tant qu'humain. Bref. Je pense avoir été assez clair sur ce que ce sentiment peut susciter de négatif chez un individu. Mais pas de panique. On va prendre le temps de déconstruire ce sentiment, de comprendre d'où il vient, comment il s'articule et comment mettre en place des solutions. L'origine anthropologique ou humaine de la peur de l'échec n'est pas complexe à imaginer. Comme beaucoup d'autres l'ont pointé du doigt avant moi, nous sommes conditionnés presque toute notre vie à viser la réussite. Et l'échec est perçu comme on ne peut plus mauvais, voire humiliant. La peur de l'échec est donc tout à fait naturelle. Et j'irais même jusqu'à dire que l'on y fait tous face dans notre quotidien, ne serait-ce qu'à l'école, dans l'objectif d'avoir des bonnes notes. Et pour déconstruire un mythe d'emblée, le trait de personnalité mauvais perdant, ou mauvais joueur, n'existe pas. Un mauvais joueur est simplement un individu très investi dans son objectif au sein d'un jeu, et qui perçoit l'échec comme une blessure d'amour-propre. On ne peut pas être mauvais joueur par nature, car on ne l'est jamais vraiment dans tous les domaines. Et vouloir gagner ne revient pas non plus à l'être. C'est juste une forme de peur de l'échec en réalité, une forme que l'on peut apprendre à maîtriser. La peur de l'échec est un cercle vicieux. Elle s'intègre à la fois à toutes les échelles et presque tout le temps. En effet, ce n'est pas seulement de la défaite en elle-même dont on est effrayé, mais de n'importe quelle erreur. Rater un combo est dur mentalement, au même titre que de perdre une game ou de se faire tuer tôt. Bien sûr, pas au même degré, mais la participation affective sur le long terme est bel et bien là dans tous ces cas. Pour illustrer, prenons un exemple sur Smash, contre un perso quelconque, Rob par exemple. Vous jouez, tout va bien, et bam, vous faites DAIR à 40. Plus vous allez accorder de l'importance à cette erreur, plus l'impact sur votre jeu sera fort. À la fois sur votre capacité à rattraper un retard s'il y a, que sur la capacité à percevoir correctement le move et la situation la prochaine fois que vous vous y retrouverez confronté. D'ailleurs, beaucoup de joueurs qui ont des difficultés en désavantage ont simplement cette peur accumulée sur plein d'options. Et les erreurs qu'ils font ne sont que des réactions pour essayer de rester safe dans la panique. Décomposons maintenant cette idée de cercle vicieux. La peur s'articule d'abord au moment où la défaite est possible, bien sûr. En Game 5, en Last Hit Last Stock, etc. Généralement quand on pense que notre adversaire est moins bon que nous, et que perdre représenterait un upset. C'est-à-dire une défaite surprenante au vu des performances habituelles des deux joueurs. Mais cela dépend des gens, et elle peut apparaître dans n'importe quelle situation, en réalité.
Et prenons le cas où vous allez perdre cette game tendue. Viendra un sentiment de colère ou une tristesse forte au moment de la défaite et les instants qui va la suivre, avec des remises en question violentes sur vous-même et un sentiment de honte. Des moments qui sont non seulement très déplaisants à vivre, mais créés aussi comme un petit traumatisme qui vient ensuite complexifier les prochaines situations de tension similaires. Et cette idée de traumatisme dans ce cycle n'est pas à prendre à la légère. C'est inconscient, bien sûr, mais aussi quelque chose que vous pouvez identifier. Prenons pour exemple toutes ces pensées qui arrivent en jeu. Attends, mais je peux gagner là. Je suis pas si mauvais en fait. Oh là, c'est mal barré. Si je gagne, est-ce que je devrais pop-off ? En général, quand ça commence comme ça, je finis par perdre. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Je suis trop bête ! Ces pensées parasites sont toutes preuves de l'apprentissage d'une fausse impuissance suite à une défaite mal gérée. Ensuite, d'où vient la peur de gagner ? De plein de choses en réalité. Et cela peut aller jusqu'à l'environnement dans lequel vous grandissez. Votre contexte familial, social et j'en passe influence votre perception de la réussite. Prenons un exemple simple. Le fait d'avoir vécu le besoin de se démarquer au sein d'une fratrie, de correspondre ou non aux attentes de ses parents, etc. sont des facteurs qui impactent le besoin de faire ses preuves. Et là où je veux en venir, c'est que cette perception vous est propre. Et même au sein de Smash, il existe une très grande diversité de rapports aux objectifs. Certains se considéreront esprit shonen, voulant atteindre le sommet et réaliser des exploits dits inhumains en partant de rien. D'autres plus à suivre leur cœur et écouter leurs instincts coûte que coûte. Ou encore d'autres très méthodiques, jouant et étudiant le jeu constamment, comme s'ils étaient dans une démarche scientifique constante. Et cela, c'est sans compter tous ceux qui jouent au jeu juste pour le plaisir, pour s'amuser, pour clipper ses adversaires, pour embêter ses adversaires, etc., etc. Toutes ces perceptions des objectifs se respectent, et je pense qu'il est important d'être clair avec sa vision des choses sur le sujet. N'hésitez donc pas, avant toute chose, à bien vous demander pourquoi vous jouez à Smash. La réponse vous aidera bien à orienter votre cas dans ce qui va suivre. Parlons de manière plus concrète maintenant. Selon moi, une perspective saine de l'échec consiste à vouloir gagner sans vouloir ne pas perdre. Si on s'écarte de la formulation confuse, c'est une idée très simple. Accepter de perdre. Accepter que, lorsque l'on joue, perdre est une conclusion tout à fait logique et statistiquement possible de la situation. Si vous êtes familier avec la méthode scientifique ou expérimentale, je vais me permettre une comparaison. En science, à partir du moment où on cherche à tester quelque chose, à prouver une hypothèse, on part toujours du principe que cette hypothèse peut être fausse, peut être réfutable. Smash et la compétition en général fonctionnent exactement pareil. Bien sûr, c'est difficile de se détacher de ce besoin d'éviter l'échec, mais je pense que la solution pour ce faire apparaît lorsque l'on comprend que gagner dans Smash, c'est loin d'être seulement battre son adversaire. Il est en réalité bien plus question d'apprentissage, au-delà même de la performance. Et c'est quelque chose que Gluttony expliquait très bien dans sa vidéo sur le mental. Il expliquait que la seule chose sur laquelle on avait une complète maîtrise en tournoi, c'est notre capacité à apprendre. Et que les résultats ne viennent pas quand on se tue à vouloir gagner, dû à tous les facteurs qui peuvent les affecter, mais quand on apprend correctement sur le long terme. Et pour insister là-dessus, trop se concentrer sur la victoire, c'est en oublier l'apprentissage. Alors que même au sein d'une game, il est nécessaire pour s'adapter, et donc pour gagner. En rentrant dans un tournoi, ayez donc l'objectif naturel de gagner, mais pas l'objectif obsessif de gagner. Auquel cas, vous serez déçu de perdre, alors qu'en ayant appris, vous auriez gagné aussi en un sens. Comme Daigo Umehara, une légende de l'e-sport, a un jour dit « Les tournois sont le terrain de jeu de ceux qui jouent pour progresser. Le jour où je l'ai réalisé, j'ai enfin commencé à faire des progrès constants vers mes objectifs, plutôt que de simplement gagner. » En résumé, une décision prise dans Smash, c'est toujours un échange en votre faveur. Soit vous gagnerez un résultat, soit une leçon. Mais jamais vous ne gagnerez rien ou ne perdrez quelque chose. J'aimerais maintenant vous parler d'une étude que je laisserai en description. Ça a l'air barbant, mais ne vous en faites pas, c'est très intéressant. Elle décrit le concept du perfectionnisme comme méthode d'accès à la réussite, à grande échelle, et donc, de mon point de vue, est applicable à Smash. On peut définir le perfectionnisme comme l'art de viser très haut, et de travailler très dur pour atteindre un objectif. Tout ce que beaucoup de top players visent et font, en quelque sorte. L'idée du perfectionnisme met donc en avant que la meilleure chose à faire pour faire face à un obstacle, c'est de s'y préparer énormément. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, se placer dans la position où l'on a les compétences et les connaissances pour réussir. Puis,
L'article de cette étude distingue 4 sous-types de perfectionnisme ayant chacun des conséquences plus ou moins mauvaises. Et c'est ce qui va nous intéresser ici. D'abord, se concentrer uniquement sur le fait de gagner. Ensuite, viser à la fois un maximum de succès et de plaisir personnel. Vouloir le beurre et l'argent du beurre. Puis, viser le sommet sans vraiment travailler pour. Donc un perfectionnisme sans vraiment être perfectionniste. Et enfin, un perfectionnisme où les individus sont purement orientés vers les standards personnels, soit le plaisir personnel et l'apprentissage avant même la réussite. Et étonnamment, c'est ce dernier sous-type qui s'est avéré être celui permettant les meilleurs résultats. Pour reformuler clairement, l'idéal que cette étude expose, c'est de poursuivre des standards perfectionnistes, visés haut donc, mais tout en se concentrant presque entièrement sur l'apprentissage et le plaisir de jeu, le plaisir personnel. En adéquation avec les meilleures performances, les individus ayant choisi ce mindset se trouvent également bien plus motivés et adaptés psychologiquement. C'est-à-dire qu'ils vivent très bien la défaite émotionnellement et gèrent bien mieux la pression. En outre, ce que je cherche à mettre en avant en parlant de cet article, c'est qu'accepter de perdre ne rentre pas en contradiction avec le fait de vouloir gagner. Le besoin de gagner est même presque impossible à ignorer en réalité. C'est un instinct humain. Et j'aimerais même parler un instant de mon expérience personnelle, depuis que j'ai commencé à appliquer ce mode de pensée. Je me sens mieux. Je me sens bien plus adapté dans mes objectifs et mon apprentissage est meilleur. Je vis beaucoup mieux les défaites, est un meilleur jeu de désavantages, suis plus capable d'adopter des stratégies qui me stressaient avant, comme camper ou tourner autour de certains projectiles, et cela autant en tournoi qu'en free-play, où, bien que je ne m'en rendais pas compte, la défaite me faisait peur également. Je pense qu'il est aussi très important de célébrer les petites victoires. Félicitez-vous pour tout petit progrès fait. C'est ce qui vous fait avancer sainement et prendre confiance en vous. Par souci de couvrir certaines questions qui pourraient se poser naturellement autour de ce que j'ai explicité plus tôt, j'aimerais préciser certaines choses. D'abord, que se passe-t-il si, malgré que vous essayez d'appliquer ce mindset, la défaite continue de vous perturber ? Bien, je pense que c'est tout à fait normal. Atteindre une perception saine de l'échec est un travail difficile qui peut prendre beaucoup de temps. Je dirais que l'important, c'est de vous écouter, vous pardonner pour vos petits écarts d'humeur tout en étant rigoureux. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez. Trust the process, comme on dit. D'ailleurs, j'aimerais parler un petit peu de ce qu'il se passe après l'échec. Je pense qu'un bon mindset réduira la déception que l'on peut ressentir après une défaite, et rendra le temps d'après plus facile à vivre. Mais encore une fois, cela peut prendre du temps, et même avec un bon mindset, après un match important ou dans des contextes particuliers, vous pourriez toujours vous sentir mal. C'est normal. L'important dans ces moments-là, c'est de travailler au maximum sur le fait de ne pas vous remettre en question. Cherchez à fuir ces démons qui vous diront que vous êtes nul, que votre choix de personnage était mauvais, ou je ne sais quoi d'autre. Ensuite, ça dépend des gens, mais je sais que j'ai personnellement besoin d'un petit temps d'isolement après une défaite difficile. Si vous en ressentez le besoin aussi, faites-le. Allez respirer, boire un coup, mais tâchez un maximum d'expliciter votre besoin de solitude sans colère à quiconque tenterait de vous aider. Et bien sûr, n'allez pas vous énerver sur Twitter. Plus vous aurez le contrôle sur la situation, moins les sentiments difficiles perdureront, et mieux les prochaines situations de défaite seront simples à vivre. Et même si vous ressentez un besoin de solitude, tâchez de ne pas y rester trop longtemps. Quand le pire est passé, cherchez à penser à autre chose en allant chire ou discuter. L'humain est un être social, ne l'oubliez pas. Seul trop longtemps, il est dur de ne pas broyer du noir dans ce contexte. Aussi, il est très important de connaître ses limites en compétition. Si jamais vous participez à un événement en étant plus fatigué que la normale, ou en n'ayant pas pu pratiquer autant que vous l'auriez souhaité par exemple, cherchez à l'accepter. À accepter que, peut-être, cela aura un impact sur vos résultats, et que vous ne pouvez rien y faire. Mais rien ne sert non plus de vous dire que vous n'allez pas y arriver. Ce serait vous mettre dans une position dans laquelle vous allez échouer parce que vous vous y êtes conditionné. Un concept que l'on appelle en psychologie l'impuissance acquise. Bref, si vous ne vous sentez pas en forme, visez toujours la victoire en acceptant simplement d'autant plus la possibilité de perdre. Enfin, et c'est sur ce point que j'aimerais terminer avant de conclure, le rapport des autres sur votre perception de l'échec n'est pas à négliger. Il est très simple de se créer une pression autour de ce que pense ou fait autrui. Soit parce que vous vous identifiez à un top player sans prendre en compte qu'il ait plus d'expérience ou de niveau de jeu que vous, soit parce que vous pensez que les gens sont déçus si vous perdez. Je pense qu'il est important d'essayer de percevoir ces sentiments ou inspirations dans ce qu'elles peuvent vous apporter de bon, et de reconsidérer ce qu'elles peuvent vous apporter de mauvais. Pour illustrer, je vais me concentrer sur les deux exemples que je viens de vous donner. D'abord,
évitez de vous comparer à quiconque qui a fait ou aurait fait mieux que vous au moment d'une défaite. Vous pouvez y réfléchir à tête reposée, mais dans l'instant T, cela vous fera juste voir d'un mauvais œil vos défauts, alors qu'ils sont en réalité des pistes d'apprentissage qui vous feront continuer à prendre plaisir sur le jeu. Au contraire, mettez-vous en avant. Félicitez-vous même dans la défaite et ne vous comparez pas à autrui. Quant à la potentielle déception d'autrui sur votre jeu, je peux vous conseiller de vous imaginer dans la situation opposée. En encourageant un ami, s'il perd, on n'est pas en colère ou on ne porte pas un jugement négatif. Au contraire, on a juste envie de lui apporter notre soutien et on est même plus apte à remarquer ce qu'il a fait de bien. Essayez de vous le rappeler après un échec, en comprenant bien que vous n'êtes pas aussi seul et humilié que vous ne le pensez, et qu'il y a bien souvent de quoi remettre les choses en perspective. My friends, they are my power! Ce tour d'horizon de la question de l'échec nous aura permis de mettre en avant quelques idées importantes. D'abord, concentrez-vous sur la victoire en acceptant la possibilité de perdre. Ensuite, la défaite n'est que riche d'apprentissage. Et enfin, célébrez les petites victoires. La peur de l'échec est un phénomène très répandu dans le milieu compétitif, et même en dehors. Ces conseils sont utiles même dans la vie de tous les jours pour arriver à garder un regard positif sur les choses. Je pense aussi que ce que l'on a vu nous donne une idée de pourquoi avoir de l'ego dans Smash peut être considéré comme une bonne chose. Parce que si cet ego est assez fort, il n'y aura que peu de remise en question après une défaite. Mais cela ne veut pas dire que l'échec sera perçu sainement pour autant. C'est donc une arme à double tranchant. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé ce premier épisode de Smash & Mind. Mêler à la fois ma passion des jeux vidéo et ma passion de Super Smash Bros en tant que jeu compétitif est très important pour moi dans la construction de cette chaîne. Je recherchais un concept qui me corresponde pour traiter de Smash et je pense l'avoir trouvé. Alors vos retours me feraient particulièrement plaisir. Ne serait-ce que pour que je sache comment orienter le concept à l'avenir. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ma première vidéo, une analyse sur les licences Pikmin. Et de me follow sur les réseaux en description, notamment Twitter, @lori-lubanato. Bref, sur ce je vous laisse, prenez bien soin de vous, et écoutez toujours ce que vous ressentez.